Mes débuts en poésie. D'abord, je viens d'un monde où on ne lisait pas de poésie, il y avait très très peu de livres, c'était un monde très très simple, très très humble, une problématique sociale assez forte, assez douloureuse. Et j'ai rencontré vraiment la poésie, alors vraiment en dehors de la classe, où bien sûr j'avais rencontré Prévert, où j'avais rencontré les récitations qui me plaisaient beaucoup, où j'étais d'ailleurs assez doué pour lire et apprendre les récitations. Mais vraiment mon début en poésie, ça a été Georges Brassens en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre 71, où un copain m'a fait écouter un 33 tours de Brassens, là j'ai eu un déclic. J'ai senti vraiment ce travail sur les mots qu'il faisait, même si c'est, d'après certains, c'est pas un authentique poète, pour moi si. Il y a vraiment un travail sur le langage très très élaboré, un travail sur l'émotion. C'est vraiment quelque chose de très très fort chez lui, et donc c'est ça mon début. Et d'ailleurs j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare au même moment. Voilà. J'étais pas très doué d'ailleurs, c'était très très difficile la guitare, je me rappelle que c'était laborieux, je n'avais pas de guitare d'ailleurs, je jouais sur la guitare des copains, et les guitares se plaignaient, elles n'avaient pas un bon son, elles pleuraient quand je les avais dans mes bras. Et puis j'ai écrit mon premier poème, oui, en octobre 71, je l'ai d'ailleurs repris récemment parce que je m'en rappelais par cœur, et je l'ai retravaillé, je vais le publier dans mon prochain recueil. Voilà, c'était ça. Et donc Brassens a continué à m'accompagner pendant toute mon écriture, mais sans m'influencer dans mon écriture. C'est-à-dire que mon écriture est complètement différente de la sienne. En revanche, je le chante, je le lis, et ça a été pour moi plus un détonateur pour la poésie, mais pas un maître en poésie, c'est un maître de vie. Un maître de vie, c'est-à-dire que vraiment j'ai reçu son enseignement de vie. Il m'a appris beaucoup de choses sur la vie, il a une philosophie qui est très très proche de la mienne. Voilà, les deux personnes qui m'ont le plus appris dans la vie et que je considère comme mes pères, mes véritables pères, je n'ai pas eu de père autrement. Donc voilà, j'étais sûrement en quête de père, c'est Albert Camus et Georges Brassens. Voilà. Et d'ailleurs par certains côtés une morale très 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 proche. Est-ce que tu as rencontré Brassens aussi? Ah non, je ne l'ai jamais rencontré. Par timidité sans doute, par timidité, voilà. Parce qu'en plus, j'étais en Bretagne quand il était, oui, j'étais encore en Bretagne quand il a acheté sa maison à Les Ardrieux, près de Paimpol. Donc c'était pas loin, j'aurais pu aller à Paimpol, et puis même sans essayer de le rencontrer vraiment, me dire le hasard va faire qu'à un moment donné je vais me retrouver devant lui. J'étais jeune, à cet âge-là on ose tout, et puis non, je ne l'ai jamais rencontré, c'est naturellement un gros regret maintenant. Mais voilà, en même temps je n'essaie pas forcément de rencontrer les gens que j'aime comme ça. C'est très bien aussi que ça reste loin, et puis ils n'ont pas besoin d'être embêtés par tout le monde aussi, tout simplement. Donc voilà, il faut qu'ils vivent. Brassens, il était à Les Ardrieux, à Paimpol, il était en vacances, il se reposait. D'ailleurs, j'ai eu une amie qui m'a raconté, elle lui servait son café tous les matins, au café qui s'appelle Les Copains d'abord, maintenant à Paimpol, et elle ne lui a jamais rien demandé non plus. Et un jour il est venu la voir en payant son café, il lui a dit mais je comprends pas, tout le monde me demande des autographes ici, et puis vous ne m'en demandez pas. Et elle lui a dit mais vous savez, moi je vous admire, je vous aime beaucoup, je suis très très heureuse de vous servir votre café, mais vous êtes en vacances là, vous voulez être tranquille, je vous laisse tranquille. Et voilà, c'était bien aussi d'être comme ça. Voilà, et donc après, j'ai continué à écrire. Alors j'ai beaucoup de poètes, naturellement, qui m'ont influencé, et dans l'écriture poétique, beaucoup plus que Brassens, bien sûr. Il y a eu Verlaine dans les premiers temps, j'ai toujours aimé Verlaine, j'aime toujours Verlaine. Il y a eu Rimbaud aussi, naturellement, mais je suis plus proche de Verlaine. Il y a eu Paul Éluard, il y a eu André Breton, René Char, j'aime beaucoup René Char. Il y a eu Follin, c'est pour moi un très très grand poète dont on parle vraiment trop peu, c'est vraiment dommage. Il y a eu quelqu'un comme André Chédid, voilà, j'en parlais tout à l'heure à table. André Chédid, c'était vraiment une très très grande poète avec un langage très très simple et qui allait à l'essentiel. Je suis attiré par les poètes du sens, voilà, les poètes qui travaillent vraiment sur le sens, et
avec le sens qui travaille sur l'émotion, et qui peuvent éventuellement s'exprimer très très simplement. Alors, ma poésie n'est pas toujours simple, il y en a qui disent qu'elle est hermétique. Ça me fait de la peine à chaque fois, parce que je ne veux pas être hermétique, mais mon hermétisme tient aussi au fait que j'ai un univers douloureux, j'ai un univers noir, assez noir, assez triste. Je suis d'ailleurs un petit peu spécial, parce que dans la vie de tous les jours, je pense que les personnes qui me connaissent savent que je suis plutôt gai. J'ai de la fantaisie, je fais rire, voilà, et ça se passe très bien, mais ça c'est peut-être la politesse du désespoir. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, j'arrive jamais à me retenir de son nom, l'humour est la politesse du désespoir, et c'est vrai. Donc, mais c'est vrai que la vie, ben voilà, la vie c'est la mort en même temps. Toute vie, quand on donne la naissance à quelqu'un, il faut toujours penser qu'on donne sa mort. Voilà, et donc c'est très particulier, en même temps c'est une aventure formidable que de donner la vie à un petit être, mais voilà, c'est la mort, c'est la souffrance, et voilà, il y a des tas de choses, et j'ai un univers qui est marqué par ça, même si je dis en même temps que la mort est notre chance. Voilà. Je n'imagine pas le bonheur des anges. J'ai dit quelque part qu'ils doivent bien s'emmerder parce qu'ils n'ont pas ça au bout, et que nous, ben, on a le carpe diem parce qu'on a la mort. Voilà. Profite du jour. Tu ne sais pas si demain tu seras encore vivant. Voilà. Mais c'est noir, et en même temps j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime voilà, les oiseaux, le ciel bleu, même le ciel pluvieux, parfois est très beau aussi. J'aime la vie, mais voilà, dès que je me mets à écrire, c'est assez noir, assez douloureux, et puis ça tient peut-être à mon expérience, voilà, aux choses que j'ai vécues aussi. J'ai travaillé dans un hôpital très jeune, j'ai vécu une enfance très très particulière, etc. Il y a des choses qui m'ont marqué. Voilà. Et donc à un moment donné, on est marqué au fer rouge, et on ne peut pas enlever cette empreinte de fer rouge. C'est un petit peu ce qui se passe. Alors les premiers poèmes que j'ai publiés, je les ai publiés très très tôt. J'ai publié en revue en 1974. Voilà, j'avais 21 ans, donc j'avais commencé à écrire en 1971, donc très très vite quand même. Et mon premier recueil est paru aussi en 1974, donc à 21 ans. J'ai rencontré un jeune éditeur parisien à l'époque, Jean-Luc, qui restait un ami, on est très très amis, et qui m'a publié gratuitement. Et alors j'étais un jeune, je sortais de rien, quoi. C'était d'ailleurs il essayait de me monter une petite légende. Et mon premier recueil, il y a eu 2 éditions. Alors là c'était le gag un peu, parce que les copains poètes venaient me voir, voilà, les copains poètes que j'ai rencontrés à ce moment-là, parce que j'en connaissais pas avant. Ah, tu es publié 2 fois, t'as été, ah oui, c'est extraordinaire, c'était extraordinaire. Moi je l'ai laissé parler, mais en fait la première édition elle avait brûlé. À Noël, il y avait eu un incendie chez mon éditeur, et voilà, on a récupéré quelques livres, et puis donc il m'a republié après, mais c'était une fausse 2e édition. Et donc j'ai publié très très jeune. Je l'ai regretté après, parce que le premier recueil, il y a des choses qui annonçaient vraiment ce que je fais maintenant, ce que j'ai continué à faire, le sillon. Je crois que tout poète a un sillon, au moins un sillon principal. Après on peut pêcher à droite et à gauche, mais voilà, on a un sillon, on a une veine, une voix, VOIE et VOIX, et voilà, je l'avais déjà, cette voix-là, mais à côté il y avait des choses qui étaient très très faibles, que l'éditeur avait accepté par sympathie pour moi, et il a eu tort aussi, et après j'ai publié vraiment mon premier recueil dont je n'ai pas honte, je dirais, en 1984, c'est-à-dire 10 ans après. Comment tu écris tes poèmes et comment tu composes tes chansons? Alors, ce sont deux questions très très différentes. Hein. Alors les poèmes, j'ai pas de recette miracle. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui viennent, et quand il y a des choses qui viennent, là je travaille. Et je ne me mets jamais à mon bureau en me disant je vais écrire un poème. Jamais.
Voilà. C'est-à-dire que les poèmes pour commande, je ne sais pas faire. Les résidences d'écriture où il faut faire un projet, etc., je ne sais pas faire. Je sais pas faire. La dernière résidence d'écriture que j'ai faite, c'est pour des essais. Des essais, ça, je sais faire. Je me mets à mon bureau, je vais écrire sur Follin, j'ai écrit un essai sur Angèle Vanier, je sais faire. Des poèmes, non, je ne sais pas faire. Me mettre à mon bureau, ben non. Donc, parfois, je marche simplement, il y a des choses qui viennent, et puis à partir de là, je travaille. Mais c'est comme ça que je travaille chaque fois. Et je peux être 1 an sans écrire, parce que il n'y a pas d'urgence, qui me vient. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'urgence et de l'humilité en même temps, les deux. Voilà. J'ai un petit essai sur moi qui est paru, un petit fascicule aux éditions du Petit Véhicule, et ça s'intitule « Entre urgence et humilité ». Cette urgence, à un moment donné, il faut la travailler. En même temps, ça ne veut pas dire qu'on va travailler vite, mais il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Voilà. Et puis, il y a l'humilité qui, pour moi, est une condition essentielle pour écrire un poème. René Guicadot disait « Je ne conçois pas la poésie sans un miracle d'humilité à la base ». L'urgence, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui arrive et qu'il faut que tu traites tout de suite. Tu vois, tu sens le caractère urgent du fait de la traiter et de la dire, mais de la dire bien. C'est-à-dire, l'urgence, c'est pas la précipitation. L'urgence, elle t'est imposée. Elle t'est imposée par ce truc qui vient, et tu dis ça, il faut. Tu vois, l'urgence, ça t'oblige. L'urgence t'oblige. Elle t'oblige vraiment. Et puis après, tu te mets à bosser, et quelque chose d'urgent, tu peux l'achever 1 an après, ou même 2 ans après, tu vois. Mais simplement au moment où ça frappe à la porte, allez, tu réponds, tu ouvres la porte. Et puis tu laisses entrer les choses, et tu les travailles, tu les façonnes, tu les polis, voilà. Voilà comment je travaille en poésie. Et puis après, il y a comment j'assemble tout ça. J'écris des poèmes, et là, j'ai à un moment donné une somme qui me semble bien autour d'un thème que je définis plus ou moins dans mon titre, et là, je colle ça ensemble, mais pas dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de musical là-dedans. Donc une harmonie, voilà, j'ai placé tel poème à côté de tel autre parce qu'il y a un écho important, ça relance un petit peu l'autre poème qui vient avant, etc. Et donc je travaille beaucoup sur la structure du recueil après. Ça, c'est un travail où là, en revanche, je me mets à mon bureau. J'ai les textes, et d'ailleurs, c'est pas très écologique, mais je les tire sur papier pour pouvoir justement les assembler. Maintenant, c'est vrai que j'écris au début à la main, et puis quand je suis vraiment dans l'élaboration du poème, j'écris sur un ordinateur comme tout le monde. Mais pour assembler mes poèmes, pour en faire un recueil, j'imprime, et puis après je vois comment je peux assembler comme ça. Voilà. Les chansons? Alors les chansons, j'en ai peu fait de chansons en fait, hein. J'en ai fait au tout début. Il y en a d'ailleurs que je chante plus et que je chantais beaucoup. J'ai même fait la Manche à Paris avec certaines de mes chansons. Maintenant, c'est plutôt je tombe amoureux d'un texte d'un copain ou d'une copine poète et j'ai envie de la mettre en musique. Voilà. Alors j'ai 2-3 chansons que j'ai faites de moi, mais il y en a assez peu d'ensemble. Et donc le CD que j'ai fait, la plupart des chansons sont des chansons d'amis. Donc à un moment donné, je suis pas un grand musicien, je suis pas un grand guitariste, mais je sais trouver une petite mélodie avec une suite d'accords dont je sais par expérience simplement qu'ils vont bien ensemble. Il y a des grilles d'accords comme ça et puis je me mets à... Alors parfois on me demande carrément, et quand c'est bon, oui, il y a des copains qui viennent me voir, tu pourrais me mettre ça en musique, je serais bien heureux et tout. Alors moi j'ai envie de faire plaisir aux copains, et si vraiment ça me plaît, je le fais. Parfois, je fais la surprise. Voilà, je fais la surprise, c'est-à-dire que je me rappelle, j'ai fait à Gérard Cléry, un poète breton que j'aime beaucoup, qui est une espèce de frangin pour moi. Un jour, je faisais un récital devant lui, et j'ai apporté la chanson, qui était un cadeau surprise. Il était derrière avec les projecteurs, et hop, il s'est retrouvé à entendre sa chanson, enfin son texte, chanté. Et j'ai fait ça avec Catherine Jarrett aussi, au
téléphone, simplement, j'ai chanté a cappella une chanson que je venais de faire à partir d'un texte. Elle m'avait dit la veille, tu trouves pas qu'on pourrait en faire une bonne chanson? Et je l'ai fait. Et je l'ai fait aussi Nicole Laurent-Catrice, une poète bretonne aussi. Et pareil, dans ce cas-là, je fais la surprise. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? La poésie actuelle dans son ensemble. Alors, je trouve qu'elle est très très diverse, de toute façon. Là, je vais être très franc, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, vers lesquelles je vais instantanément, et il y a quelque chose qui m'émeut, qui me correspond, chez des jeunes poètes ou des moins jeunes poètes. Et puis il y a des choses qui ne m'émeuvent pas du tout, hein. Là vraiment pas. Hein. D'ailleurs, bon, moi je suis pour une poésie de l'émotion, du sens, et parfois bon, on se dit oui, on a travaillé les mots, on a fait quelque chose, mais parfois ça me paraît vain. Voilà, ça me paraît vain, très franchement. Hein, voilà, je vais pas jouer, et donc je suis partagé. Il y a une jeune poète qui a pris contact avec moi il y a quelques mois, Patricia Swescombe. J'ai trouvé que ce qu'elle faisait était très très fort, très très profond, et oui, voilà, ça me donne envie même d'écrire sur elle, de chroniquer ses livres, mais ouais, c'est très divers. La poésie contemporaine, elle est quand même très fragmentée, très très fragmentée. Il y a des choses très très diverses, des expériences très très formelles, etc. Il y a aussi, alors, il y a quelque chose qui est très très à la mode actuellement, et là j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est le haïku. Alors le haïku, moi quand j'ai commencé à écrire, il y a des copains qui m'ont dit « Ah mais tu écris comme les haïkus, tu écris comme les japonais », ce qui n'est pas vrai. Puis l'écriture des haïkus, c'est quelque chose de très très formaliste en fait, hein. Voilà, c'est quelque chose de très très particulier, et je vois pas l'intérêt d'amener en France, nous n'avons pas la même culture que les Japonais du tout, et je vois pas l'intérêt de refaire du haïku. Et puis parfois c'est d'une banalité extraordinaire, en disant pourquoi les gens sont frappés par ça. C'est vraiment, on met une ligne comme ça, on ne fait pas les 3 vers habituels, les gens vont rien dire. Là c'est agencé en 3 vers, ah c'est un haïku, oh c'est beau, voilà, il fait beau, nous sommes bien, oh que le ciel est bleu. Bon, voilà, j'ai sorti une banalité énorme là, voilà. Bon, en même temps, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe autour de nous, c'est le ciel bleu de Sète, il est absolument merveilleux, mais je n'ai pas fait une merveille avec le ciel bleu de Sète pour autant. Donc, je suis très très mitigé sur ce genre de choses. Là, enfin, non, même pas, je ne suis pas mitigé, je suis critique quand même. Voilà. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Je pense que oui, mais alors, ouais. C'est compliqué parce que si on ne leur apporte pas ce besoin, ils ne l'ont pas forcément instantanément. Voilà. Je pense que Brassens, par exemple, pour revenir à lui, Brassens, chez lui, on écoutait énormément de chansons. Mais c'était même des chansonnettes. D'ailleurs, Brassens, il n'a jamais été très critique, lui. Hein. On lui demandait parfois de dire du mal de tel ou tel chanteur. Moi, je l'ai vu à la télévision à l'époque. Lui, il était tout le temps très poli, très gentil. Oh non, la chanson est bien faite. Non, il n'a jamais dit de mal d'un collègue, jamais. Et chez lui, effectivement, on chantait des chansonnettes. À l'époque, on vendait les chansons dans les rues. Et puis les gens se les passaient. Alors, ils ne connaissaient pas le solfège ni rien, mais ils avaient les paroles et ils chantaient. Et c'était ça sa culture. La poésie, il ne connaissait pas. Et c'est son professeur Alphonse Bonafé qui lui a fait connaître. Mais s'il n'avait pas rencontré Alphonse Bonafé, aurait-il eu le besoin d'entendre et de lire des poètes? J'en suis pas sûr. Ceci dit, à un moment donné, cette rencontre-là, on rencontre quelque chose d'inouï. Le terme d'inouï est important là. C'est-à-dire que on le retrouve d'ailleurs chez un poète comme Francis Ponge. Il dit quelque part que le poème doit être inouï, ça doit être vraiment quelque chose d'inouï, de nouveau, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné on rencontre quelque chose d'inouï qui nous émeut et qui nous montre toute la puissance du langage aussi, le langage qui peut nous permettre de pénétrer en nous, parce que le fondement principal, enfin je crois, pour la poésie, c'est ça,
c'est d'aller dans nos profondeurs à un moment donné, de ne plus être dans cette espèce de surface qu'on a tous les jours devant les autres, et puis de voir ce mystère profond qu'on a en nous, qu'on a devant les autres, et puis le mystère de toutes les expériences, l'amour, la solitude, l'amitié, etc. Et tout ce que peuvent nous apporter les mots dans cette expérience. Mais ça, c'est une expérience justement que l'on vit un jour qui nous permet cela. Si on n'a pas rencontré cette expérience, on peut rester dans la superficialité la plus complète et c'est confortable aussi. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un besoin pour tout le monde. La preuve, on parle à des gens de la poésie. Oh, la poésie, ça m'ennuie, moi je m'en vais. Voilà. Pour beaucoup de gens, la poésie, c'est de l'ennui. Alors que ça peut être une passion absolument fantastique. Donc c'est très particulier. Je ne pense pas que ce soit un besoin comme on a besoin de boire. Voilà, actuellement j'ai une petite soif avec le soleil de Sète, j'ai un besoin de boire. Et besoin de poèmes, alors je sais qu'il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Besoin de poèmes, mais c'est un besoin très particulier. Alors peut-être que, oui, c'est pas un besoin individuel, ou dans ce cas-là ce serait un besoin collectif. Ce que je peux dire, ce que je pense moi, c'est que collectivement, actuellement, on a besoin de poésie pour justement reprendre le sens. Mais ça ne veut pas dire que chaque individu va ressentir ce besoin-là. C'est la société elle-même, pour se refaire, pour avoir un autre rapport au monde aussi. On voit combien notre rapport au monde est mauvais, puisqu'on détruit ce monde. On a détruit ce monde depuis plusieurs siècles. C'est terrible, voilà, parce qu'on est maître et possesseur de la nature, alors que, non, on ne devrait pas être maître et possesseur de la nature, on est dans la nature, on est un animal parmi les autres, etc. Et donc, toute cette interrogation-là, elle passe aussi par la poésie. La poésie transforme notre rapport au monde. Donc là, effectivement, je dirais que le monde et les hommes ont besoin collectivement de la poésie, je pense. Oui. Murmure. Comme la ville faisait des pas d'angoisse, je me suis demandé quel était ce silence de poings brisés qui voltigeait entre les algues des enfants, toutes ces vérités que l'on garde au secret dans des bas de soie. J'ai joint mon pas à la foule pour briser l'harmonie des tambours, et j'ai beau porter des sacs de sang pareils à des loups affamés sur mes épaules, je n'en suis pas crucifié pour autant. Je n'en suis pas crucifié pour autant. Il ne sait pas tellement bien chanter. Il ne sait pas tellement bien jouer de la guitare. Il ne sait pas tellement bien se tenir sur scène. Visiblement, il n'aime pas ça. Mais si vous voulez passer un moment agréable, restez. Voilà. J'espère que je vous ferai passer un moment agréable. Je ne sais pas très bien chanter, je ne sais pas très bien jouer de la guitare. Je suis peut-être moins mal à l'aise que le grand Georges, parce que c'était un grand timide. Mais voilà, j'espère que ça se passera bien. Et ceci dit... Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nos regards passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt mourir. Il n'y a pas d'amour heureux.